Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule numéro 2 du chapitre sur les réactions d'oxydoréduction et l'évolution d'un système chimique. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons donc nous intéresser à la notion d'avancement chimique et à la notion d'évolution du système chimique. Tout d'abord, il est important de rappeler que lors d'une transformation, les quantités de matière des réactifs et des produits, elles évoluent au cours de la transformation. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas tant la vitesse à laquelle la réaction va se produire, mais plutôt la variation des quantités de matière des réactifs et des produits au cours de cette dite transformation. Pour pouvoir quantifier ce qui va se passer en termes de quantité de matière, il va falloir qu'on ait un tableau d'avancement, et ce tableau d'avancement, il va s'appuyer sur une grandeur qu'on va appeler l'avancement de la réaction. En définition de l'avancement de la réaction, on vous propose la suivante. L'avancement chimique de la réaction permet de caractériser l'évolution d'une réaction chimique entre son état initial, avant réaction, et son état final, après réaction. Il est noté X et il s'exprime en mol. Donc à l'état initial, cet avancement X, il est égal à 0 mol, c'est-à-dire que comme c'est le début de la transformation, il ne s'est encore rien passé, on est donc à un avancement de 0. Et à l'état final, on aura donc X, l'avancement chimique, qui sera égal à XF, l'avancement final de la réaction. Ceci étant dit, je vous propose qu'on fasse un petit exemple pour illustrer l'utilisation du tableau d'avancement et de la notion d'avancement. Alors, partons de l'exemple suivant. On souhaite faire réagir des ions peroxodisulfate avec les ions iodures. Cette réaction, elle va donc former des ions sulfate, SO4- et des ions d'iode, I2. Le tableau d'avancement lié à la transformation, il va avoir l'allure suivante. Alors déjà, avant même de remplir le tableau d'avancement, ça peut être intéressant de se poser les questions de à quoi correspondent toutes les cases. Déjà, vous pouvez voir que la première ligne du tableau correspond à l'équation de la réaction. On retrouve bien la fameuse équation qu'on a citée précédemment. Et en dessous, on va avoir donc l'état du système, initial, en cours ou final, et l'avancement qui lui est associé. À l'état initial, l'avancement x égale 0. À l'état en cours ou à l'état intermédiaire, x a une valeur non définie, ça peut être n'importe quoi. Et à l'état final, x égale xf. Maintenant, dans ce tableau, on va renseigner les quantités de matière présentes dans le système. Alors, pour renseigner ces quantités de matière, déjà, il va falloir se poser la question de comment on va les écrire. Pour l'instant, on va faire un tableau d'avancement qui va être purement théorique. Pas de chiffres dedans, seulement les quantités de matière théoriques. Donc, pour illustrer mon exemple, au tout début de la réaction, on va donc avoir une quantité de matière initiale en S2O8 et donc on va écrire ça Ni, entre parenthèses S2O8 à que, on précise bien toujours l'état de l'espèce étudiée, et donc ici ça va être notre quantité initiale d'ion peroxodisulfate. On va faire de la même avec les ions iodures, on va donc avoir quantité initiale de I-, et pour les produits, étant donné que la réaction n'a pas encore commencé, à ce moment-là, il n'y a pas de produit, donc les quantités de matière sont en théorie égales à 0. Il existe certains cas où les quantités de matière des produits ne seront pas égales à 0 au début de la réaction, mais ça, vous le verrez soit en terminale, soit plus tard avec moi. Maintenant qu'on a fait cette première ligne du tableau, la deuxième ligne du tableau, elle ne va pas être si compliquée que ça. À un certain avancement donné, on est bien d'accord que la quantité de matière initiale d'ion peroxodisulfate, elle va avoir diminué. Et donc, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que on aura la quantité de matière d'ion peroxodisulfate moins X, l'avancement. De la même manière, on aura donc pour l'ion iodure, ici, la quantité de matière d'ion iodure moins, et cette fois, 2 fois l'avancement. Alors pourquoi 2 fois l'avancement? C'est assez curieux parce que ici, tout de suite, de but en blanc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais si vous regardez l'équation, on va remarquer qu'il y a des coefficients stoichiométriques. Et donc que devant l'ion I-, on observe un coefficient stoichiométrique égal à 2. Quand vous aurez dans les réactifs à écrire la ligne en cours, vous devrez toujours soustraire l'avancement chimique multiplié par le coefficient stoichiométrique de l'espèce étudiée. Donc ici, 2 fois l'avancement chimique. Il va se passer le même phénomène pour les produits, sauf que cette fois, les produits, ils ne vont pas disparaître, ils apparaissent. Donc, on va donc avoir un avancement chimique positif. Ici, on va donc voir apparaître, pour le SO4-, 2X. Et pour le I2, comme vous ne constatez qu'il n'y a pas de chiffre stoichiométrique, on observera seulement X. Rebelote pour l'état final, ça va être quasiment la même ligne, sauf que vous allez remplacer les X, l'avancement chimique,
par les XF, l'avancement chimique final. On va donc avoir la quantité de matière de S2O8 de moins XF, la quantité de matière de I-, moins 2XF. Pour l'état final, la quantité de matière de S2O4 de moins 2XF et I2XF. C'est une partie qui est très importante de bien réussir à compléter le tableau d'avancement. D'abord, d'une part en théorie, comme on vient de le faire là, parce que vous allez voir que bien compléter cette partie théorique permet de bien faire la partie expérimentale après et de remplacer par les valeurs. Parlons un peu des nombres stoichiométriques, parce que du coup je les ai mentionnés dans la vidéo précédente, mais on n'a pas forcément pris le temps de les développer. Alors un coefficient stoichiométrique ou nombre stoichiométrique, c'est le nombre qui permet d'ajuster une équation de bilan. Et donc ici c'était le 2 qui était précédemment mentionné, hein, devant soit le SO4 de moins, soit le I-. On va ensuite parler de deux cas de transformation chimique à connaître, les transformations totales et les transformations partielles. Dans le cas d'une transformation totale, on va donc avoir une transformation totale, elle ne s'arrêtera que si un des réactifs est entièrement consommé, d'accord? Au moins un des deux réactifs. Et donc on va pouvoir définir le réactif limitant comme étant le réactif qui est complètement consommé ou qui s'est complètement transformé, d'accord? Il a donc complètement disparu, on n'a plus de ce réactif dans le milieu réactionnel, et donc à ce moment-là, la transformation s'arrête de fait parce qu'il vous manque un des réactifs pour faire cette transformation. Pour trouver ce dit réactif limitant, eh ben, ça va être une petite étape supplémentaire. Alors, imaginons, on fait réagir 2 fois 10-4 mol d'ion peroxydisulfate avec 7 fois 10-4 mol d'ion iodure I-. Le tableau d'avancement qu'on a écrit précédemment, il nous montrait donc que si on considère qu'on consomme tous les ions peroxydisulfate, on aura donc 2 fois 10-4 moins x max égale 0. On est d'accord, il ne nous reste plus de l'ion peroxydisulfate, donc forcément il faut que cette équation-là soit égale à 0. Si cette équation est égale à 0, ça revient à dire que x max est égal à 2,0 fois 10-4 mol. A l'inverse, si on considère cette fois que c'est les ions iodures qui ont été entièrement consommés, on va donc pouvoir écrire que 7 fois 10-4 moins x max est égal à 0. Donc que x max est égal à 7,0 fois 10-4 mol. Alors ici, ce que vous repérez, c'est qu'on a deux avancements possibles. Soit un avancement égal à 2 fois 10-4, soit un avancement égal à 7 fois 10-4. On prendra toujours l'avancement le plus petit. D'accord? Donc ici, vous allez être obligé de prendre l'avancement le plus petit, c'est-à-dire 2,0 fois 10-4 mol, car si vous preniez l'avancement des ions I-, eh ben vous devriez fournir plus d'ions peroxydisulfate que ce qu'il n'y a dans le bécher. Et ça n'est pas possible. Donc, pensez-y, quand vous faites votre tableau d'avancement et quand vous cherchez votre réactif limitant, vous choisirez toujours le réactif limitant qui propose l'avancement le plus faible, soit ici l'ion peroxydisulfate. Donc x max correspond à la plus petite valeur trouvée, c'est ce que je viens d'expliquer, soit 2,0 fois 10-4, c'est l'ion peroxydisulfate qui sera le réactif limitant. On peut donc calculer l'état final, on a donc xf égale x max égale 2,0 fois 10-4 mol, et donc ici, pour le S2O8 de moins, on va donc avoir 2 fois 10-4 moins 2 fois 10-4 égale 0. Pour le I-, on va donc avoir 7 fois 10-4 moins 2 fois 2,0 fois 10-4 mol. Vous vous rappelez, il y a cette histoire de coefficient stoichiométrique. On va donc avoir 3 fois 10-4 mol. Et ensuite, pour le SO4 de moins formé, on va donc avoir 2 fois l'avancement final, soit 2 fois 2 fois 10-4, 4 fois 10-4. Et pour le I2, on aura donc 2 fois 10-4 mol. On va maintenant s'intéresser à un autre cas, la transformation non totale. Cette transformation, elle sera étudiée plus en détail en terminale, d'accord? Donc on ne rentrera pas spécialement dedans cette année, mais il est important que vous ayez connaissance qu'elle existe. Ce que vous avez à retenir, c'est qu'une réaction non totale ou partielle, elle s'arrête avant que les réactifs ne soient entièrement consommés. Ça veut dire que concrètement, au début de la réaction, vous allez introduire certains réactifs, et à la fin de la réaction, il vous restera ces réactifs. Ils n'auront juste pas été consommés. Dans le cas d'une réaction non totale, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal, donc on aura XF plus petit que Xmax. On écrira que l'équation de réaction avec une double flèche pour indiquer que la transformation n'est pas totale. Donc on fera réactif, double flèche, produit. On va maintenant s'intéresser à un dernier cas
qui est le mélange stoichiométrique. Alors ce cas, c'est un cas particulier d'une réaction totale, d'accord? Ce cas, c'est un cas qui arrive quand tous les réactifs ont été consommés et qu'il ne reste plus une seule trace de réactif, seulement des produits. À ce moment-là, on dira qu'on a un mélange stoichiométrique. Ce que vous avez à retenir, c'est lorsque, à la fin de la transformation, tous les réactifs ont été consommés, le mélange des réactifs à l'état initial est dit stoichiométrique. Cette notion de mélange stoichiométrique, elle sera importante et primordiale pour le chapitre de chimie suivant, mais chaque chose en son temps. On prendra bien le temps d'expliquer ça un peu plus en détail dans les prochaines capsules du prochain chapitre. Cette capsule est maintenant terminée, je vous invite à recopier votre cours, à bien regarder la capsule précédente, à la revoir si besoin et à faire vos exercices d'entraînement.